Bienvenue dans les lectures de Sissi, l'espace où la romance fait battre les cœurs plus forts et où le développement personnel nous invite à grandir, à nous transformer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je suis Sissi, passionnée de livres, de belles histoires et d'émotions vraies. Ici, on ne lit pas juste des livres, on les vit, on les ressent et on les partage. Que tu sois là pour frissonner devant une romance qui te donne des papillons ou pour te nourrir d'une lecture qui te fait avancer dans ta vie, tu es exactement là où tu dois être. Alors, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café préféré et laisse-toi porter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les lectures de Sissi. Moi c'est Sissi et aujourd'hui on remonte le temps. Pas de beaucoup, juste en 1959, l'année où un professeur de marketing d'Atlanta a posé sur le papier une idée toute simple, mais qui allait traverser les décennies sans prendre une ride. La taille de notre réussite dépend rarement de notre taille de pensée. Le livre dont on parle aujourd'hui, c'est La magie de voir grand de David J. Schwartz. Et si vous vous intéressez un peu au développement personnel, vous l'avez forcément déjà croisé dans une librairie, sur une story Instagram ou dans la bibliothèque d'un proche. C'est un de ces livres qu'on qualifie d'indispensable du genre, presque un rite de passage pour quiconque s'intéresse à la croissance personnelle. Et autant vous le dire d'emblée, je comprends totalement pourquoi. Ce livre m'a beaucoup marqué, par sa simplicité justement, et par cette capacité à nous faire réaliser, en quelques chapitres, à quel point on s'auto-limite sans même s'en rendre compte. Alors installez-vous et venons voir ensemble pourquoi voir grand, ça s'apprend vraiment. Avant de plonger dans le cœur du livre, parlons un peu de l'homme qui l'a écrit. David Joseph Schwartz. Né en 1927 aux États-Unis, dans une petite école rurale de l'Indiana, David Schwartz est devenu professeur de marketing, puis président du département à la Georgia State University à Atlanta. Il était considéré à son époque comme l'une des grandes autorités américaines en matière de motivation. En parallèle de sa carrière universitaire, il fonde et dirige Creative Educational Service, un cabinet de conseil spécialisé dans le développement du leadership, et il devient conférencier auprès de plus de 3000 associations professionnelles et groupes de vente. C'est en 1959 qu'il publie ce qui deviendra son œuvre la plus célèbre, The Magic of Thinking Big, traduit en français sous le titre que nous connaissons aujourd'hui. Sa vision de la réussite, à l'époque, est presque révolutionnaire dans sa simplicité. Il affirme que le succès n'est pas l'apanage des intellectuels ni d'une catégorie sociale particulière, mais qu'il repose avant tout sur notre capacité à apprendre à penser différemment et à modifier nos vieilles habitudes. David Schwartz est décédé en 1987. Mais son héritage continue d'influencer très largement les figures contemporaines du développement personnel. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Peu de livres écrits il y a plus de 60 ans restent encore aussi lus, recommandés et cités aujourd'hui. Voici ce que nous dit l'éditeur au sujet de cet ouvrage. Voyez grand et vous vivrez la grande vie. Vous vivrez un grand bonheur. Vous vivrez de grandes réalisations. Partout, à travers le monde, des millions de gens ont amélioré leur vie grâce à la magie de voir grand. Ce livre présente des méthodes qui fonctionnent, pas des promesses creuses. Le Dr Schwartz propose un programme soigneusement conçu pour que vous tiriez le meilleur parti de votre emploi, de votre mariage, de votre vie familiale et de votre communauté. Il prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être un intellectuel ou de posséder un talent inné pour connaître le succès et la satisfaction.
mais que vous devez apprendre à penser différemment et à modifier vos habitudes. Et c'est exactement ce programme, étape par étape, qu'on va décortiquer ensemble maintenant. J'ai abordé ce livre en sachant déjà qu'il s'agissait d'un classique immortel. Et je dois avouer que j'avais un petit a priori. Est-ce qu'un livre de 1959 allait vraiment me parler à moi aujourd'hui? La réponse a été un grand oui, avec quelques bémols sur lesquels je reviendrai un peu plus tard, en toute honnêteté comme toujours. Ce qui frappe d'emblée, c'est la clarté de la plume de Schwartz. Pas de jargon, pas de concepts alambiqués, des idées simples, portées par des exemples concrets, souvent issus de son expérience de conférencier auprès de milliers de professionnels. On sent l'homme de terrain plus que le théoricien, et ça donne au livre une vraie force de conviction. L'ouvrage s'organise en plusieurs chapitres, chacun consacré à un levier précis de ce que Schwartz appelle « penser grand ». On commence par le socle, croire que l'on peut réussir pour réussir vraiment. Cette idée qui peut sembler à première vue un peu simpliste est en réalité développée avec beaucoup de justesse. Schwartz explique que les gens qui réussissent ne sont pas des surhommes, mais des personnes qui ont simplement choisi de penser en termes de succès plutôt qu'en termes d'échec. Vient ensuite l'un des chapitres les plus marquants du livre à mes yeux, celui consacré à ce que Schwartz appelle l'excusite, la maladie de l'échec. C'est un concept tellement bien trouvé que je l'utilise régulièrement dans ma vie depuis cette lecture. L'excusite, selon lui, se manifeste sous 4 formes principales. L'excusite de la santé, ma santé n'est pas bonne. L'excusite de l'intelligence, il faut être intelligent pour réussir. L'excusite de l'âge, je suis trop vieux ou trop jeune. Et l'excusite de la chance, moi, j'attire la malchance. Pour chacune, Schwartz propose un traitement très concret. Sur la santé, par exemple, il explique que plus on parle de sa mauvaise santé, plus elle semble s'aggraver dans notre propre perception, et qu'on doit autant que possible arrêter d'en faire le sujet central de nos conversations. J'ai trouvé ce chapitre extrêmement libérateur, parce qu'il met des mots très clairs sur des mécanismes qu'on utilise tous, à différents degrés, sans même s'en rendre compte. Combien de fois est-ce qu'on s'est dit « je suis trop âgé pour changer de métier » ou « je n'ai pas eu de chance » ou plutôt que de regarder en face ce qui dépendait réellement de nous. Le livre se poursuit avec un chapitre consacré à la construction de la confiance en soi et à la destruction de la peur, où Schwartz insiste sur le fait que l'action précède souvent le courage, et non l'inverse. Puis vient le cœur du livre. Comment penser grand, concrètement? Il y détaille notamment l'importance de ne jamais sous-estimer sa propre valeur et de toujours viser un cran au-dessus de ce qu'on pense être capable d'atteindre. Un autre chapitre que j'ai beaucoup aimé est celui sur la gestion de son environnement. Schwartz y défend l'idée qu'on doit s'entourer intelligemment, fréquenter des lieux et des personnes qui nous élèvent, plutôt que de nous enfermer dans des habitudes qui nous diminuent. Il aborde aussi la nécessité d'adopter une attitude positive envers les autres et surtout ce qu'il appelle l'habitude d'action. Ne pas attendre le moment parfait pour agir, parce que ce moment n'arrivera jamais de lui-même. Et enfin, dans les derniers chapitres, il porte sur la capacité à transformer la défaite en victoire et sur l'art de se fixer des objectifs précis pour continuer à grandir. Cette idée de transformation de l'échec m'a particulièrement parlé. Schwartz ne nie jamais que l'échec existe et qu'il fait mal, mais il en fait systématiquement un matériau de travail plutôt qu'un point final. Maintenant, parlons des points qui m'ont un petit peu moins convaincu, parce que je tiens toujours à vous donner un avis complet et sincère. Le premier et le plus évident, ce livre a 65 ans, et ça se sent. Les exemples sont très ancrés dans le monde professionnel américain des années 1950, principalement masculin, centré sur la réussite en entreprise, la vente et le management. On y trouve quelques références datées,
parfois un peu machistes au regard de nos standards actuels, des remarques sur les femmes ou sur les rôles genrés qui, à l'époque, ne choquaient sans doute personne, mais qui aujourd'hui peuvent faire tiquer. Ce n'est jamais violent ni choquant, mais c'est suffisamment présent pour que je tienne à vous prévenir. Le deuxième point, c'est que la vision de la réussite proposée par Schwartz reste assez traditionnelle. Argent, statut professionnel, ascension dans l'entreprise. Si votre définition personnelle de la réussite est plus orientée vers l'épanouissement créatif, ou le bien-être, ou des choix de vie alternatifs, certains passages vous sembleront un peu datés dans leur cadre de référence, même si les mécanismes psychologiques qu'il décrit restent, eux, étonnamment universels. Enfin, certains conseils sont présentés avec une assurance presque absolue, sans grande place pour la nuance sur les inégalités de point de départ entre les individus. Tout le monde n'a pas les mêmes ressources, le même capital social ou les mêmes opportunités pour penser grand et voir ses ambitions se réaliser aussi simplement que les livres semblent le suggérer également. Ces réserves posées, je veux insister sur un point. Elles n'enlèvent rien à la pertinence du socle psychologique du livre. Les mécanismes de l'autolimitation, de l'excusite, de la gestion de son environnement et de ses pensées restent, eux, intemporels et solides. C'est un livre à lire avec son époque en tête, mais dont le cœur résiste remarquablement bien au temps. En regardant les avis de la communauté francophone sur les différentes plateformes, on retrouve un enthousiasme assez large et constant, ce qui est assez rare pour un livre aussi ancien. De nombreux lecteurs le recommandent vivement à toute personne souhaitant évoluer professionnellement, saluant un livre facile à lire et concrètement applicable. Une lectrice évoque l'effet boost de morale que produit la lecture, même si elle reconnaît que cet effet ne dure parfois qu'un temps, avant qu'il faille remettre en pratique méthodiquement les conseils donnés pour que le changement s'installe durablement. D'autres lecteurs, plus critiques, rejoignent exactement les réserves que je viens de partager. Certains soulignent que les images de la réussite proposées sont très traditionnelles et que quelques références datées, un peu machistes, témoignent clairement de l'époque à laquelle le livre a été écrit, tout en précisant que ces éléments étaient sans doute beaucoup moins choquants à l'époque qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Ce qui revient systématiquement, quel que soit le profil du lecteur, c'est la reconnaissance d'un texte fondateur du genre, souvent cité comme une référence par d'autres auteurs de développement personnel plus récents, et une lecture à laquelle on revient volontiers lors des périodes de démotivation, comme un vieux compagnon de route qui a fait ses preuves. Ce livre est centré sur la motivation et l'ambition professionnelle, dans un cadre assez classique de réussite matérielle et sociale. Si vous traversez une période où votre rapport au travail ou à la performance est une source de souffrance plutôt que de motivation, certains passages très orientés action et résultat pourraient ne pas être les plus adaptés à votre moment de vie actuel. Il est tout à fait normal de mettre cette lecture de côté et de la reprendre plus tard, lorsque le moment vous semblera plus juste. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on garde de ce classique pour notre propre cheminement ? La première chose, c'est ce concept d'excusite, qui, une fois identifié, devient presque impossible à ignorer dans notre quotidien. La prochaine fois qu'on se surprend à dire « je suis trop fatigué »,« je n'ai pas eu de chance » ou « je suis trop âgé pour ça », on peut s'arrêter une seconde et se demander honnêtement « est-ce que c'est vraiment un fait ou est-ce une excuse confortable ?» La deuxième chose, c'est l'importance de notre environnement. Schwartz a raison sur un point essentiel. On devient, en grande partie, le reflet des personnes et des lieux qui nous entourent au quotidien. Choisir consciemment son entourage, ses lectures, ses habitudes, c'est déjà une façon de penser plus grand. La troisième chose, c'est cette idée que l'action précède souvent la confiance, et non l'inverse.
On n'a pas besoin de se sentir prête à 100% pour commencer. C'est en commençant qu'on construit, petit à petit, la confiance qui nous manquait au départ. Et enfin, ce livre nous rappelle que l'échec n'est jamais une fin en soi, mais une matière à transformer. Ce n'est pas un hasard si ce concept a traversé plus de 60 ans sans prendre une ride. Il touche à quelque chose de profondément humain, peu importe l'époque ou le contexte social. Si vous ne deviez ne retenir qu'une seule chose de cet épisode, ce serait celle-ci. Ce n'est jamais la taille de nos capacités qui détermine notre réussite, mais la taille de nos pensées. Et ça, contrairement à ce qu'on croit souvent, ça s'apprend. Pour aller plus loin, vous avez des livres similaires et des épisodes de podcasts déjà étudiés, tels que L'effet cumulé de Darren Hardy, pour prolonger la réflexion sur les petites décisions quotidiennes qui, additionnées, construisent une réussite durable. Vous avez aussi La montagne c'est toi de Brianna West pour explorer, à l'inverse, les mécanismes inconscients qui nous poussent à l'autosabotage. Un excellent complément psychologique à la philosophie de l'action de Schwartz. Et puis, vous avez bien entendu tout ouvrage classique sur la confiance en soi et la fixation d'objectifs. Pour celles et ceux qui veulent creuser davantage cette discipline de l'action initiée par David Schwartz. La magie de voir grand mérite amplement sa réputation de classique, immortel et indispensable. Sa force, c'est sa simplicité. Des concepts clairs, des exemples concrets et une méthode qu'on peut commencer à appliquer dès la fin du premier chapitre. Oui, le livre porte les marques de son époque, avec une vision de la réussite assez traditionnelle et quelques références datées qui méritent d'être lues avec un peu de recul. Mais le socle psychologique qu'il propose, l'exclusite, la gestion de l'environnement, l'habitude d'action, reste lui remarquablement intemporel. C'est exactement le genre de livre qu'on garde dans sa bibliothèque pour le reprendre régulièrement, lors des périodes de doute ou de démotivation. Pas pour y trouver des réponses toutes faites, mais pour se rappeler une vérité simple. On s'auto-limite bien plus souvent qu'on ne le pense. Et il est presque toujours possible de voir un peu plus grand. Et vous, quelle est votre excusite à vous? Celle que vous vous répétez le plus souvent, sans même vous en rendre compte. Venez me la partager en commentaire. J'ai vraiment hâte de lire vos réponses sur le sujet. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce classique vous a parlé autant qu'à moi, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à grandir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle lecture sur les lectures de Sissi. Prenez soin de vous et surtout, pensez grand. À très vite. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et comme toujours, j'espère qu'il t'a apporté quelque chose. Un coup de cœur à noter, une réflexion à méditer ou simplement un bon moment de complicité littéraire partagé ensemble. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et à me laisser un commentaire ou un petit message. Rien ne me touche plus que vos retours, vraiment. Tu peux aussi me retrouver sur le blog www.leslecturesdesissi.com ainsi que sur les réseaux sociaux où je partage chaque semaine mes chroniques, mes découvertes et mes coups de cœur. N'oublie jamais, des livres qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, ensemble. À très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et surtout, lis de belles histoires.